Donc, ce qui nous amène à la première séance de communication de ce matin avec notre première conférencière qui est Madame Renée Desjardins. Madame Desjardins est professeure agrégée à l'Université de Saint-Boniface. Ses domaines de recherche portent notamment sur les sciences humaines numériques et la traduction dans les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs de ça qu'elle nous entretiendra aujourd'hui avec une communication intitulée « L'intégration d'une littératie des médias sociaux en formation, en traduction ». Renée, la parole est à vous. Merci beaucoup, Alexandra. D'abord, j'aimerais remercier le comité d'organisation. J'aimerais remercier Émilie et tous les bénévoles qui travaillent sûrement et assidûment à veiller, en fait, faire une veille médiatique du clavardage, etc. Donc, merci beaucoup. J'aimerais aussi souligner que je présente depuis Winnipeg, qui est situé sur les territoires visés par le traité 1 et que les terres sur lesquelles je me retrouve font partie des territoires traditionnels des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene et de la patrie de la nation métisse. Alors, même si nous sommes dans des espaces numériques, je pense qu'il est important de souligner de là où on présente. Donc, on va passer par les rituels. Je vais partager mon écran. Alors, en principe, vous devriez voir une diapo de couleur bleue. Tout est bon, parfait, merci. Et là, je vais m'assurer que je peux vous voir. Excellent. Donc, c'est ça. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment une présentation, je dirais, en survol de ce que j'entends par une littératie des médias sociaux. Faute de temps, je n'irai pas dans tous les détails, mais j'ai une présentation sur YouTube qui peut servir de complément, en fait, à cette présentation. J'enverrai le lien à Émilie qui pourra en faire la diffusion. Merci, Émilie. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais signaler que depuis quelques années, en fait, depuis que je mène de la recherche sur les médias sociaux, je me sens tirée par, en fait, entre deux pôles, je devrais dire, tirée par deux prises de position. D'une part, je me sens responsable, évidemment, pour préparer les étudiants pour le marché du travail. Alors, ce qui veut dire participer dans certains systèmes capitalistes dont on pourrait évidemment faire une critique. Donc, j'ai à cœur que mes étudiants puissent être bien préparés pour le marché du travail, à l'affût des nouvelles tendances, etc. Mais en même temps, je reconnais que certains systèmes et paradigmes sont problématiques. Donc, il y a toute une réflexion critique à faire sur le technocapitalisme. Donc, je me sens souvent tirée vers l'un ou l'autre de ces pôles et je me demande si c'est quelque chose que les autres conférenciers et participants ressentent aussi. Et je n'ai pas la réponse, en fait. Alors, quelques constats généraux d'entrée de jeu. Alors, souvent, lorsqu'on entend numérique en traducto ou en traduction, on dirait que c'est comme un synonyme de traduction automatique. Donc, on a beaucoup entendu parler de traduction automatique neuronale, aucun souci, sujet très intéressant, mais en même temps, j'argumenterais que le numérique, c'est pas juste la traduction automatique neuronale, c'est aussi les contextes numériques et en ligne dans lesquels on œuvre comme professionnel langagier. Donc, pour moi, il y a comme une espèce de fausse équation des fois entre numérique et traduction automatique et je pense qu'il faut élargir ce qu'on entend par numérique. Donc, je suis contente de pouvoir parler de quelque chose d'un peu différent, même si j'étais très emballée par les présentations précédentes. Les formations postsecondaires en traduction au Canada sont à géométrie variable, ce qui est bien parce que je pense que pour les étudiants, ils ont plusieurs possibilités. Mais en même temps, j'argumenterais qu'il faudrait une certaine harmonisation parce que ce que je me rends compte, c'est que les universités qui ont peut-être plus de ressources, plus d'infrastructures, accès aux labos, par exemple, ou des labos de recherche, des formations au cycle supérieur, tout ça permet d'élargir la formation
formation du côté technologique et numérique, alors que dans les petits centres, c'est un défi de taille. Donc, je me pose la question, quand on parle de formation numérique en traduction, ou de littératie numérique ou de littératie de traduction automatique des médias sociaux, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir une réflexion pour harmoniser, ou je ne veux pas dire standardiser parce qu'il y a quand même une question de liberté académique. Évidemment, chaque université a ses propres caractéristiques. Mais quand même, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur les formations à l'échelle du pays et ce qu'on offre comme formation de base, notamment au premier cycle. J'en ai parlé un peu hier dans les questions, alors vous me voyez venir. Je me pose la question du perfectionnement professionnel du corps professoral et des formateurs, des formatrices. Je pense qu'on fait face à plusieurs défis. Pendant les 2 dernières années, on a eu à faire un virage vers Zoom, ce qui a nécessité de s'apprivoiser de nouveaux outils, de nouveaux processus, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'évaluer. Je pense qu'on est tous au courant du travail que ça représente. Mais en plus, on a un renouvellement constant à faire de nos compétences. Parce que justement, la traduction et le marché langagier évoluent très rapidement. Mais on parle beaucoup de santé mentale. Alors, quand on parle de perfectionnement professionnel, je pense que le défi est d'avoir les appuis pour avoir cet équilibre entre le perfectionnement et pour éviter le burn-out. Donc, réflexion à faire aussi de ce côté-là. Les profils étudiants changent. Donc, moi, ce que je constate dans mes cohortes, en fait, les cohortes que j'avais lorsque j'enseignais à l'Université d'Ottawa sont très différentes de celles que j'ai à l'Université de Saint-Boniface. Les besoins sont très différents. Les profils sont très hétérogènes. Et ce que je vois surtout, et là, je ne veux pas faire de l'agisme, mais ce que je vois surtout chez les cohortes un peu plus jeunes, pour eux, la traduction, ce n'est pas forcément en cabinet. Ils sont très intéressés par la pige parce que, en fait, ça rejoint certaines sensibilités pour le commerce d'influence et je vais en parler un peu plus tard dans la présentation. Il y a aussi plusieurs de nos étudiants, du moins à l'USB, qui viennent renouveler certaines compétences, qui font des formations complémentaires, peut-être une deuxième carrière. Donc, à la lumière de ces profils différents et hétérogènes, comment adapter les formations? Il y a aussi évidemment la crainte omniprésente de l'automatisation et de la précarisation de l'emploi. Alors, plusieurs de mes étudiants, ce qu'ils veulent, c'est avoir une job, disons, 9 à 5 et ensuite un revenu supplémentaire, par exemple en faisant quelque chose sur les plateformes sociales, ce qui leur permet une source de revenus additionnelle. Donc, avec ça à l'esprit, c'est un peu la raison pour laquelle je propose certaines des pistes de réflexion dans cette présentation. Évidemment, le marché évolue, on en a parlé hier, et je pense que les débouchés sont aussi de plus en plus diversifiés. Donc, comment former à la lumière non seulement des nouveaux profils qu'on voit chez les étudiants, mais les nouveaux profils qu'on voit pour les offres d'emploi. Une réflexion aussi que je mène, c'est à la suite de la lecture du livre que vous voyez ici sur la diapo à gauche. C'est un livre, malheureusement, je ne pense pas que le livre est encore traduit en français, paru en 2020 par le journaliste Kevin Roose, qui écrit beaucoup, en fait, sur toutes les actualités technologiques, numériques, etc. Alors, son livre « Future Proof, 9 Rules for Humans in the Age of Automation », c'est une lecture qui se fait très bien, je vous la recommande. Alors, comme l'annonce le titre, c'est 9 règles pour gérer avec l'automatisation. Et en fait, la règle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la question du point limite. Alors, en programmation, on appelle point limite lorsque la machine ne peut plus continuer son travail, là où la machine ne peut pas servir de pont, je simplifie évidemment, entre deux interfaces. Donc, c'est là où l'humain doit intervenir. Et ce qu'il faut éviter, selon Roose, c'est de devenir l'humain, en fait, qui peut être automatisé. Alors, comment conserver l'aspect humain, humanisant de notre travail, alors que, justement, la machine prend une place de plus en plus importante. Selon lui, il y a 2 types d'automatisation. Donc, l'automatisation assistée par ordinateur et l'automatisation gérée par ordinateur. Alors,
ce qu'il faut éviter en traduction, c'est d'éviter, c'est d'éviter que tout le processus, en fait, traductif soit géré entièrement par l'ordinateur ou l'intelligence artificielle. Pour le moment, l'automatisation ne pose pas une aussi grande menace qu'on pourrait penser parce qu'on est toujours au stade d'être assisté par ordinateur et non pas remplacé. Donc, ce que j'encourage mes étudiants lorsqu'on parle justement de l'automatisation, de la précarisation du marché, c'est de réfléchir à comment ne pas devenir une espèce de point limite, comment ne pas se faire remplacer par la machine, comment conserver le caractère humain et humanisant de la traduction. Alors, la littératie des médias sociaux, voici quelques pistes que je propose pour la formation. Donc, pour moi, ça serait une formation qui recouperait les éléments suivants. L'identification et la compréhension des différentes plateformes. Parce qu'en fait, oui, on parle de traduction automatique, mais où se perd cette traduction automatique et où se perd la traduction humaine? C'est de plus en plus sur les médias sociaux, c'est vraiment les véhicules, en fait, où on communique. Donc, même si on ne s'y intéresse pas, souvent les contenus qu'on traduit s'y retrouvent. Donc, de comprendre les différentes plateformes nous permet de comprendre le contexte d'arrivée et les usagers des traductions. Et à mon avis, il faudrait aller au-delà des plateformes qu'on connaît assez bien, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, mais je pense qu'il faut aussi intégrer de nouvelles plateformes et de plateformes, je dirais, pas forcément périphériques, car elles sont très, très populaires, mais peut-être moins connues de ceux et celles qui ont une aversion vers ces plateformes. Donc, entre autres, TikTok, Discord, Twitch, Clubhouse, Substack, qui est en fait vraiment, c'est pas tant une plateforme sociale qu'un endroit où on peut retrouver des infolettes. Spotify et Spotify Green Room. Je pense aussi qu'il faut porter une attention particulière sur les nouvelles fonctionnalités multilingues qui sont ajoutées à ces plateformes. Donc, pour ceux et celles qui connaissent bien Instagram, je vais prendre Instagram en exemple, dans la fonction Instagram Reels et dans la fonction des publications habituelles, on peut activer une fonctionnalité qui s'appelle C-Translation. Et en fait, c'est un bouton qu'on clique pour obtenir une traduction automatique des contenus qui ne sont pas dans notre langue, dans nos préférences de langue, dans nos profils. Et en fait, Instagram a dévoilé toute une série de nouvelles fonctionnalités récemment qui permettent d'utiliser de plus en plus le bouton C-Translation. Alors, la présentation dont je parlais tout à l'heure sur YouTube fait un survol de cette question-là. Je n'irai pas en détail en ce moment, mais vous irez voir, ça donne quelques résultats fort intéressants. Mais ça veut dire que les usagers de Instagram se servent de plus en plus de ces fonctionnalités. Alors, ça serait bien de comprendre comment le lien à faire en fait avec la traduction et la formation. Donc, voir en fait où la traduction humaine peut résister justement à ces fonctionnalités qui intègrent C-Translation ou d'autres fonctionnalités multilingues. J'y verrai aussi la compréhension et l'analyse de l'intérêt accordé au contenu et le positionnement de la traduction, c'est-à-dire peut-être faire de la veille médiatique. À mon sens, oui, on forme des professionnels langagiers, mais on forme aussi des professionnels de la communication multilingue. Donc, je pense que d'intégrer des compétences de veille médiatique, ça pourrait être une corde de plus à l'arc de nos étudiants. Aussi, comprendre le rôle de la traduction dans la circulation des contenus. Alors, évidemment, avec la pandémie, on a parlé beaucoup de la mésinformation, de la désinformation et de la propagande. Et la traduction y joue un rôle. Alors, je pense qu'il faut sensibiliser nos étudiants à ces réalités. La modération, en fait, des contenus est aussi un enjeu d'actualité. Et je pense que les compétences du traducteur se portent bien à travailler dans ces milieux, même si je reconnais que la rémunération pour la veille des contenus, ce n'est pas forcément des taux qui sont très élevés, mais n'empêche, ça pourrait être des débouchés qui intéressent nos étudiants. Il y a aussi le référencement, donc comment sélectionner certains mots, positionner certains contenus pour s'assurer que les autres usagers sur l'Internet et sur les plateformes puissent avoir accès au contenu, soit de la marque, soit de la compagnie, de l'entreprise.
etc. Et ça me mène à parler de l'identification de nouveaux marchés. Alors, justement, puisque cette crainte de la précarisation du marché, comment trouver de nouveaux clients qui insistent sur la traduction humaine, qui résistent à l'automatisation. Alors, je vous présente un petit exemple. Oui, alors je vais juste parler rapidement du commerce d'influence, puis après ça, je vous montre un petit exemple. Alors, pourquoi je parle du commerce d'influence comme nouveau marché? C'est en lien avec les plateformes sociales, évidemment. Si on conçoit que les plateformes sociales sont des sites de commerce, des lieux de production culturelle et en fait de nouvelles géographies, parce que dans l'espace numérique, on ne parle pas nécessairement de frontières nationales. Il me semble que c'est un lieu très intéressant pour étudier et enseigner la traduction. Il faut reconnaître aussi que le commerce d'influence représente quasiment 18 milliards de dollars US. Alors, c'est une part du marché assez significative et je pense qu'il y a lieu de voir cette part du marché comme une possibilité, en fait, pour nos apprentis traducteurs. Les influenceurs, les créateurs de contenu, c'est des emplois qui intéressent de plus en plus de nos cohortes. Je l'ai signalé au début de la présentation. Et en fait, je sais qu'à l'USB, comme notre clientèle, comme nos étudiants, je ne devrais peut-être pas dire clientèle, mais comme nos étudiants sont tous bilingues, trilingues et sont très actifs sur les réseaux, ils me demandent comment devenir une influenceur, comment devenir un créateur de contenu. Alors, comment peut-être arrimer commerce d'influence et traduction et des données, en fait, d'un sondage léger révèlent que les revenus annuels d'un créateur de contenu se situent entre 10 000 et 50 000 dollars canadiens annuellement. Donc, ce n'est pas un salaire qui est très élevé, mais comme je disais, si c'est une source de revenus supplémentaire, ça peut être intéressant pour quelqu'un, par exemple, qui voudrait travailler à domicile ou qui voudrait avoir une source de revenus supplémentaire. Évidemment, le commerce d'influence devient de plus en plus populaire parce que les individus se sentent plus à l'aise et accordent une confiance, en fait, aux influenceurs et aux créateurs de contenu comparativement aux agences traditionnelles. 20 des consommateurs américains ont acheté un produit ou un service en raison du commerce d'influence. Je ne ferai pas un sondage ici, mais je suis persuadée qu'il y a peut-être une ou deux personnes dans le groupe qui, à la suite peut-être d'une vidéo YouTube, se sont achetés un produit quelconque ou ont choisi un service quelconque. Donc, évidemment, le commerce d'influence influence nos choix. Il y a aussi l'effet de la pandémie sur l'accélération du commerce en ligne. Donc, on a vu malheureusement la croissance d'Amazon avec les commandes en ligne. Mais il y a aussi de plus en plus de plateformes, par exemple Shopify, qui ont intégré des fonctionnalités multilingues pour aider les petites entreprises à se numériser et offrir leurs produits et services en ligne. Donc, tout ça a un lien évidemment avec la traduction et la localisation. Finalement, pour le commerce d'influence, plus particulièrement, les influenceurs et les créateurs de contenu sont invités à prendre note de stratégies de monétisation préconisées par les plateformes. Alors, comment accroître son nombre d'abonnés, comment accroître sa popularité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les stratégies proposées, on ne parle pas de traduction, on ne parle pas comment mobiliser des fonctionnalités multilingues pour aller chercher d'autres publics. Chose que je trouve curieuse, puisqu'on intègre des fonctionnalités comme C-Translation. Alors, je pense qu'il faudrait sensibiliser les influenceurs et les créateurs de contenu à savoir comment utiliser la traduction automatique, comme on disait hier, avoir une littératie de la traduction automatique, mais aussi comment collaborer avec les traducteurs humains pour aller chercher d'autres clients ou accroître, comme je disais, les abonnés. Donc, j'en viens à un exemple et c'est le genre d'exercice que je propose à mes étudiants, mais là, je vous donne un exemple de ma pratique parce que par souci d'éthique et de consentement, je ne vais pas prendre des contenus des étudiants, je n'avais pas l'approbation éthique. Et évidemment, c'est leurs travaux, donc par souci de confidentialité. Mais récemment, en fait, sur Instagram,
je suis une joggeuse assidue, j'aime beaucoup le plein air et je suivais le compte Hike Manitoba qui est en fait géré et tous les contenus sont créés par une influenceuse locale qui s'appelle Jamie Manus. Alors, en étant abonnée en fait à son compte, je voyais que c'était quelqu'un qui était très sensible à l'accessibilité, à la diversité, à l'inclusion. Elle voulait créer des contenus qui rendaient le plein air plus accessible pour ses abonnés. Plus précisément, le plein air ici au Manitoba, donc parler des différentes randos proches de Winnipeg, mais aussi à l'échelle de la province. Alors, en suivant ses publications, je me suis dit, ça serait peut-être quelqu'un avec qui je pourrais collaborer. Alors, je lui ai proposé, en fait, de traduire ses contenus. Alors, au départ, l'idée était de peut-être traduire quelques publications, notamment pour les randonnées qui s'offraient dans des régions plus francophones de la province, parce qu'évidemment, il y a des régions plus francophones ici au Manitoba. Et elle m'a dit, tu sais, c'est pas juste ma page Instagram ou mes contenus Instagram ou Facebook que j'aimerais traduire. J'ai une série de livres de randonnée et est-ce que tu serais intéressé à traduire le livre? Alors, on a préparé ensemble une version francophone de l'un des livres dans sa série. Alors, c'est pas parce que je veux vous vendre le produit Hike Manitoba, pas du tout, mais ce que je veux montrer, c'est qu'ici, il y a collaboration entre une influenceuse créatrice de contenu et une traductrice humaine. Hein? Et puis, ça a donné lieu vraiment je considère des échanges très productifs parce qu'en fait, Jamie ignorait les avantages de la traduction humaine. Et en collaborant ensemble, c'est ça, j'ai pu lui faire valoir, moi, je te connais, je connais ton produit, j'ai fait les randonnées ici au Manitoba, je les connais. Donc, c'est des compétences, en fait, que je peux intégrer dans mon travail de traduction. Et tout à l'heure, on parlait de l'appauvrissement ou de l'aplatissement, l'effet que peut avoir la traduction automatique. Et je pense que c'est une réflexion à mener dans ce contexte-ci parce que justement, la traduction automatique sur Instagram, si on pense à tous les influenceurs, à tous les créateurs de contenu, la traduction automatique est le même traducteur pour toutes ces personnes. Alors, est-ce que Céline Dion, est-ce que Hike Manitoba, est-ce que, je ne sais pas, choisissez votre influenceur ou créateur de contenu préféré, mais est-ce qu'on veut voir la même traduction, le même ton, the same voice, si on veut, d'un compte à l'autre. Alors, moi, je pense qu'il faut conserver le caractère singulier, le style de chaque créateur de contenu et, à mon sens, d'avoir un traducteur humain qui collabore avec ces créateurs de contenu. C'est des collaborations qui sont très fructueuses. Donc, voilà. Et puis, juste pour vous montrer à droite, alors vous voyez la publication, en fait, originale, c'est celle qu'on a fait ensemble. Et en fait, on a travaillé avec des groupes de lecteurs du Manitoba pour assurer que ils aimaient la traduction. Donc, c'était tout un effort collaboratif. Mais vous voyez ce que ça donne quand on clique See Translation. Vous avez la version anglaise du français que j'avais traduit avec le groupe de Hike Manitoba. Alors, vous voyez un peu la qualité et les répétitions et voilà. Alors, pour conclure, quelques pistes de réflexion. Alors d'abord, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il me semble qu'il faudrait qu'il y ait une harmonisation, du moins une discussion sur l'harmonisation de la formation au Canada. Plus de collaboration entre les écoles de traduction. Personnellement, j'ai l'impression des fois ici à l'USB d'être sur une île déserte parce qu'on est un peu, je ne dirais pas déconnecté, mais c'est un contexte très différent que le couloir bilingue de Québec à Toronto. Alors, puisque justement, on n'a pas toutes les ressources des grandes universités, il me semble que pour tout ce qui est numérique, tout ce qui est traduction automatique, ça serait vraiment bien d'avoir plus de collaboration et effectivement de réfléchir sur les effets de la pandémie et des défis auxquels on fait face en formation.
Accent sur la traduction humaine et humanisante, donc faire valoir la valeur ajoutée de la traduction humaine, comme je l'ai signalé dans l'exemple avec Hike Manitoba, hein, de pouvoir travailler humain à humain, c'est beaucoup plus intéressant, surtout dans des contextes créatifs. Ensuite, l'intégration de la littératie des médias sociaux, donc, à mon sens, c'est une formation, oui, complémentaire, mais aussi nécessaire, d'autant qu'on communique de plus en plus sur ces plateformes. Et j'envisagerais une formation réciproque où il y a un partage de la responsabilité de l'apprentissage. C'est donc dire que si nous, on ne connaît pas les plateformes, on peut en parler avec nos étudiants, surtout les cohortes qui sont un peu plus jeunes et plus à l'affût des tendances. Et à mon sens, ça crée un espace d'apprentissage beaucoup plus dynamique parce que le formateur ou la formatrice n'est pas nécessairement là, en train de faire un cours magistral, c'est beaucoup plus interactif. Et encore, je ne veux pas faire de l'agisme, mais les jeunes sont sur les plateformes, hein, surtout avec la pandémie. C'était leur lifeline pour communiquer avec leurs amis et leur réseau. Donc, je sais que quand je parle de médias sociaux, ça suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme et j'aime beaucoup apprendre de mes étudiants. Alors, je dois vous dire, moi, je suis rendue une vieille sur les médias sociaux, hein, Facebook, mes jeunes ne sont plus là. Donc, j'ai beaucoup appris sur TikTok en travaillant, justement en partageant la responsabilité de l'apprentissage. Et je pense que ça abonde dans le sens d'une pédagogie universelle où on est en train de démanteler les hiérarchies dans la salle de cours ou sur le Zoom. Le commerce d'influence est un marché. Je m'excuse de t'interrompre parce que tu pourrais conclure très rapidement, s'il te plaît. Oui. Alors, le commerce d'influence, comme je l'ai signalé, un marché à ne pas négliger. Il y a évidemment des réflexions critiques à mener lorsqu'on travaille dans ces systèmes technocapitalistes. Et finalement, je pense qu'il faut mieux comprendre comment s'opère la traduction humaine et la traduction automatique dans les contextes numériques, parce qu'en fait, ce n'est pas que de la traduction automatique. Donc voilà, merci de votre attention et j'aurais hâte d'avoir vos commentaires, questions. Merci.